Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast existe grâce à Kellyo qui le sponsorise. Kellyo, l'éditeur qui propose tout ce dont les RH ont besoin dans une seule solution pour gérer les collaborateurs du recrutement à la paye. Pour les découvrir, kellyo.com/fr. Kellyo, K-E-L-I-O. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à Rennes, dans mes locaux, Antoine Amiel, fondateur de Learn Assembly, cabinet de conseil spécialisé dans le secteur de la formation. Bienvenue Antoine. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'être là. Merci d'être venu jusqu'à Rennes. C'est super cool d'avoir fait ce petit trajet en Bretagne. Alors Antoine, tu as créé cette entreprise très jeune, 22-23 ans, juste après ta prépa littéraire et ton école de commerce. C'est pas le parcours le plus classique pour devenir aujourd'hui un expert de la tech, mais tu vas revenir sur tout ça. Aujourd'hui, Learn Assembly accompagne des boîtes qui sont des géants, Thales, BNP Paribas, Danone, mais aussi des entreprises, des structures qu'on connaît bien, nous RH, France Travail ou l'APEC. Tu es aussi le fondateur de Learning Boost, une solution d'autopositionnement qui est devenue en 2024 une filiale au Kia dont tu es associé. Bref, tu ne t'arrêtes jamais. Tu es un expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Tu es administrateur de la structure qui s'appelle les acteurs de la compétence. Bref, tu es vraiment au cœur des réflexions sur l'avenir de la formation en France et c'est pour ça que je voulais t'entendre, que tu nous parles un petit peu de ta vision du monde du learning, ta vision du monde de la formation, en quoi ça impacte le quotidien de nous et professionnels RH dans des entreprises, dans des collectivités, etc. Antoine, un grand merci et bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça. Comment tu vas ? Écoute, très bien. Je suis content d'être là. C'est bien de se voir en vrai, d'échanger, de discuter. Donc, je merci beaucoup pour cette invitation et hâte de rentrer dans le vif du sujet. Écoute, on va rentrer très très vite dans le vif du sujet parce que j'ai fait une petite intro, mais tu vas en parler mieux que moi. Créer une entreprise à 22-23 ans, sortant juste de l'école. Moi, je suis toujours impressionné de ce parcours, de ces parcours d'entrepreneurs qui entreprennent très très vite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi tu as lancé Learn Assembly et quel problème concret tu voulais résoudre à l'époque et où est-ce que tu en es aujourd'hui en fait ? Oui, avec plaisir. Déjà, la création d'entreprise aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans. Ça s'est quand même énormément simplifié, énormément démocratisé. Aussi dans les mentalités, des grands groupes sont plus, ou des entreprises ou des organisations publiques sont plus prêtes à travailler avec des jeunes sociétés, start-up ou pas start-up d'ailleurs, peu importe ce qu'elles vendent. Mais ça s'est quand même beaucoup démocratisé. Donc moi j'avais envie d'être entrepreneur. En fait, au début de ma vie professionnelle, quand j'étais étudiant, je pense que j'aurais été assez inadapté dans le monde du travail entre guillemets classique. Ça n'aurait pas bien fonctionné pour moi. Et donc, j'avais envie de liberté, j'avais envie d'indépendance, j'avais envie d'être très, très engagé dans un projet que je portais avec des convictions. Et donc, l'entrepreneuriat, le numérique, en fait, ça me séduisait, ça m'appelait pour ça. Voilà. Après, avec l'expérience, je me rends compte qu'aujourd'hui, si je crée la même entreprise aujourd'hui, je ferai peut-être en 2 ans ce que j'ai fait en 4 ou 5, parce que j'ai appris de mes réussites et de mes échecs. Et donc, en fait, quand on démarre très, très jeune, on a peu d'expérience, donc on se met aucune barrière. En fait, on ne sait pas que certaines choses sont pas tout à fait possibles ou qu'elles sont pas forcément
réaliste. Du coup, on n'a aucune barrière et on compense l'inexpérience par énormément d'énergie, de créativité, d'enthousiasme. Et puis, quand on est jeune aussi, je pense qu'on a aussi moins à perdre. Plus tard, on peut avoir des enfants, on peut avoir un emprunt, on peut avoir d'autres contraintes aussi qui sont là. Même si aujourd'hui la création d'entreprise est facilitée, quand on est très très jeune, finalement, créer une entreprise très jeune, même si ça marche pas, au final, c'est tellement enrichissant et apprenant que si après il faut trouver un job, en fait on le trouve, on a développé un réseau, on a développé des compétences, on a développé plein de soft skills. Donc ça reste une expérience très très précieuse et en fait qui accélère les carrières. Donc voilà, donc c'est ça qui m'a donné envie de créer Learn Assembly. Et alors le problème auquel on voulait répondre au tout début, l'idée, c'est donc la première version de Learn Assembly, et ça a beaucoup, ce qu'on fait aujourd'hui a beaucoup évolué. C'était en fait une sorte de Blablacar des compétences. L'idée, ou un Airbnb des compétences. C'était de mettre en relation des experts qui sont des praticiens, qui ont une compétence, par exemple, dans le digital, dans le développement, dans le marketing, dans l'entrepreneuriat, dans une compétence métier, avec des particuliers qui veulent s'auto-former, et on le faisait avec des cours du soir. Donc on a recréé en fait l'esprit des cours du soir, enfin qui existe toujours, notamment au CNAM. Mais donc, moi en fait je faisais de la chasse de tête, donc c'est pour ça que je faisais de la chasse d'intervenants. Donc j'allais chercher des intervenants, donc des experts de tel ou tel domaine, reconnus quoi. Je faisais du sourcing sur LinkedIn, j'allais repérer des profils, je les contactais, je les qualifiais, je voyais si ils étaient à la fois légitimes sur le fond et s'ils étaient à l'aise pour s'exprimer, s'ils étaient pédagogues. Donc j'ai commencé à me former à la pédagogie comme ça. Et donc, je recrutais des intervenants et puis j'organisais les cours. Trouver des participants, toute la partie social media, com, marketing, etc., etc. Et en fait, déjà, moi, je me suis formé comme ça. J'ai appris avec mes intervenants beaucoup, énormément. J'ai vu l'importance du contact dans l'apprentissage. Et même si je fais aujourd'hui... on reviendra sur le digital. Mais moi, j'ai un ADN digital très fort. Mais en fait, dans la formation, le contact est essentiel. Et donc, on a besoin de créer cette dimension humaine. Et donc, voilà, j'ai commencé par faire des cours du soir. Et puis ensuite, j'ai reçu un email un jour de quelqu'un qui disait « Mais c'est sympa vos trucs, mais c'est à Paris, c'est très parisien. Comment on fait ?» Et donc, j'ai commencé à filmer les cours. Et puis, je me suis rendu compte que regarder des cours filmés d'un point de vue pédagogique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intuitif. Ça peut être vite boring en tout cas. Ouais. Ou alors il faut vraiment un intervenant qui a un charisme et une réalisation incroyable. Et donc on a commencé à faire des vidéos pédagogiques, donc à écrire des contenus pour la formation à distance avec un storytelling différent, avec un montage, avec une ligne. Des vidéos plus courtes, j'imagine, aussi très impactantes. C'était le début des MOOC. Donc c'était le moment où les MOOC sont arrivés. Donc il y a eu tout un élan autour des vidéos pédagogiques, autour des MOOC. Et quand ça a explosé avec c'était France Université Numérique. Voilà, c'était autour de cette période-là, donc vers 2014, 15, 16. Et donc c'était on va dire la deuxième génération de la formation digitale. Et donc nous, on a profité de cette vague et on est devenu une agence pédagogique, une agence de design qui concevait et qui conçoit encore des formations sur mesure pour des clients. Digital, présentiel, hybride. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était pas tant de faire des vidéos pour faire des vidéos, c'était l'expérience pédagogique à faire vivre aux participants et choisir les formats, les modalités en fonction de ça. Et donc ça nous a fait grandir et on a toujours eu cet ADN très conseil. Et donc on a ensuite développé et pivoté vers une activité de conseil. Et aujourd'hui, on est un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur des compétences et de la formation qui travaille pour tous les acteurs du secteur, public, privé, grands groupes ou opérateurs ou universités, avec toujours cette culture du design pédagogique et une capacité à produire des parcours et du conseil pour travailler sur la stratégie, les opérations, la finance, le modèle et des sujets organisationnels. Ok. Donc là, on est en 2025. Aujourd'hui, vous en êtes où avec Learn Assembly ? Alors aujourd'hui, donc on est toujours un acteur très mobilisé dans cette mission de faire de la formation un sujet stratégique. Là, t'es plus tout seul. Alors voilà, et du coup, je suis plus tout seul. On est une équipe de consultants, d'ingénieurs pédagogiques, et puis une équipe aussi autour de marketing, finance, toutes les fonctions. Et on a rejoint l'année dernière le groupe KEA Partners, qui est un cabinet de conseil en stratégie français, qui a la particularité d'être un des seuls cabinets de conseil en stratégie français, avec une sensibilité sur les questions de transition écologique et de modèle social français. Donc voilà, moi j'ai rejoint KEA, qui était un partenaire avec qui on avait beaucoup de valeurs communes et une philosophie commune. Et donc on est une filiale de KEA et moi je suis associé du groupe KEA aujourd'hui, ce qui me permet d'élargir le champ des possibles et de faire plein d'autres projets.
Ok, ouais, alors c'est effectivement plein de projets parce que tu es administrateur des acteurs de la compétence associé à la Fondation Jean Jaurès. Est-ce qu'en Ouais. en 2-3 minutes, tu peux nous expliquer pourquoi tu fais ça et qu'est-ce que ça t'apporte et surtout, moi, je suis du côté RH. La Fondation Jean Jaurès, je vois, mais les acteurs de la compétence, Ouais. je ne sais pas ce que c'est exactement. Et alors, tu vois, c'est super intéressant ce Ouais, que tu dis. Et ça illustre un sujet dont on pourra peut-être reparler, qui est le fossé, le silo ouais. entre le monde des RH et le monde de la formation. Et c'est une petite anecdote, quand j'avais fait un grand projet de formation au digital pour un assureur mutualiste, très gros projet, déploiement massif. Et donc, je travaillais avec la responsable de l'académie digitale qui était rattachée à la formation. Et donc, à un moment, on parle de différents sujets. Elle me dit: ah oui, ça c'est intéressant ce que tu dis, il faudrait qu'on aille en parler à nos collègues des RH. Et moi, à l'époque, je disais: mais je comprends pas, enfin, vous devriez être qu'une seule équipe en fait. Hmm. Très naïvement, hein, c'était bon, depuis j'ai compris. Mais... Et donc, en fait, il y a vraiment une fracture très forte entre le monde RH au sens talent acquisition, talent development, restructuration, enfin, et HRBP, on va dire, et la formation au sens ingénierie pédagogique, achat de formation. Et en fait, c'est dommage parce que si la fonction RH dans la grande famille RH veut devenir plus stratégique, plus influente et plus impactante, enfin, elle aurait plutôt intérêt à s'allier, à se mailler. Et en plus, on voit aujourd'hui que les sujets talent acquisition et rétention de talent et formation vont un peu ensemble. Enfin, enfin voilà. Et donc, pour répondre à ta question, les acteurs de la compétence, c'est l'association professionnelle des structures de formation. Donc, c'est une instance, c'est la représentation patronale de la branche. Hein, donc, c'est De tous les OF, du coup? de tous les OF, Ok, exactement, de la d'accord. branche de la convention collective des organismes de formation. Ok. Mais donc, historiquement, c'était la Fédération française de la formation professionnelle, la FFP, et qui est devenue les acteurs de la compétence, justement pour élargir son périmètre d'intervention et représenter l'ensemble des acteurs de la compétence qui peuvent être des structures de formation, des organismes de formation, mais ça peut être des startups EdTech, ça peut être des CFA, des cabinets de conseil dans le secteur, des gens qui font du bilan de compétences. Donc c'est l'ensemble des acteurs de la filière qui soutient le monde de la formation. Et donc ensuite, il y a une partie représentation d'intérêt auprès de l'État et des pouvoirs publics. Il y a beaucoup de réformes et de lois sur la formation, donc il y a besoin d'avoir une voix qui porte. Et puis il y a ensuite toutes les négociations de branche, donc la partie dialogue social. Et donc moi, je me suis impliqué dans les acteurs de la compétence sur ce sujet de la compétence, sur les sujets de la transition écologique. Et donc après, ça fonctionne comme une association professionnelle avec un système d'élection, un bureau, voilà. Et donc Ok, c'est très très enrichissant. clair. Ok. Et sur l'écriture et la Fondation Jean Jaurès, pourquoi ça? Donc moi j'adore écrire. L'écriture pour moi c'est à la fois une manière d'être réflexif, de prendre du recul sur ce que je fais. C'est une manière d'apprendre, de poser mes idées. C'est une manière de diffuser mes idées et d'influencer. Et c'est aussi une manière de trouver des clients dans certains cas. Ouais. Voilà. Donc c'est très complet en fait. C'est à la fois je le fais pour moi, je le fais pour ma boîte, je le fais pour mon cerveau. Enfin c'est voilà, tu vois ça. Et qu'est-ce que tu as écrit? T'écris le livre? T'écris une Alors newsletter? c'est des notes. Notes, ok. Donc en l'occurrence j'ai écrit 2 notes pour la Fondation Jean Jaurès. Ok. Une qui s'appelle, enfin une sur le monde de la formation, Ok. et comment réparer ce que j'ai appelé l'arrosoir percé de la formation professionnelle, et une sur l'apprentissage. Et donc ça permet aussi de défendre des idées auprès des pouvoirs publics. Et donc j'écris des articles de blog, j'écris ces notes, j'écris des éditos de newsletters, Ok. j'écris dans Newstank RH. Et je pense que c'est important de se poser, de prendre du temps, d'écrire. Enfin, chacun peut après trouver sa forme. Toi, Ouais, c'est intéressant toi parce que c'est le podcast. Ouais, tout à fait. Parce que Voilà. tu écris autant pour les autres, bah, comme un podcast, hein, que pour toi, parce Exactement. que ça t'enrichit, ça te permet Exactement. de te poser, d'être très clair sur ton activité, Et de défendre les changements des aussi. convictions. Ouais, ouais. Exactement. Ok. Et donc je publie un bouquin à la rentrée, Scoop. qui est Scoop, qui est l'aboutissement, on va dire, Ouais. de plusieurs années de recherche, d'écriture et de travail. Et donc voilà, c'est un livre sur la formation qui va sortir en septembre aux éditions de l'Aube. Je t'enverrai évidemment le Avec bouquin. plaisir, avec plaisir. Puis de toute façon, j'imagine que tu en parleras quand il sortira effectivement à la rentrée de septembre après l'été. Cool. J'ai noté quelque chose, c'est que tu dis souvent, et je te cite, je travaille pour apprendre et pas le contraire. Comment cette philosophie guide tes décisions au quotidien et comment nos auditeurs peuvent l'appliquer? Oui, effectivement, moi je suis quelqu'un de très curieux. J'aime beaucoup, y a rien. Enfin, moi j'adore par exemple m'asseoir avec quelqu'un et qu'il me raconte son boulot pendant 2 heures et lui poser plein de questions. J'ai un côté journaliste. Okay. J'aime faire des enquêtes, j'aime poser des questions, j'aime ouvrir le capot, j'aime comprendre l'envers du décor, comprendre vraiment et m'intéresser à ce que font les autres. Et je pense que dans le monde de la formation, on a besoin de ça. Un bon concepteur pédagogique, c'est en fait un peu un journaliste. C'est quelqu'un qui va poser plein de questions,
qui va confronter des points de vue, qui va trouver un angle et qui va restituer ça sous une forme agréable, lisible pour un public. Alors après, c'est de la formation en présentiel, du e-learning, peu importe, mais il y a ce côté-là. Et donc, je pense qu'on vit dans un monde, c'est un peu une platitude de le dire, mais on vit dans un monde où les changements sont quand même très rapides, même si en réalité, les compétences cœur, on va dire les grandes compétences restent les mêmes, mais il y a beaucoup de changements, donc on a besoin d'avoir beaucoup d'agilité mentale, d'apprendre en permanence, de s'ouvrir. Et effectivement, moi j'ai besoin d'apprendre, je travaille pour ça. Il se trouve que je suis payé pour apprendre, donc tant mieux. Voilà, ça marche bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, je dirais le futur de la formation ou le futur proche. Hein. Ce qui m'intéresse pas trop le futur en 2060, 2070. C'est vraiment le futur de ce qui se passe aujourd'hui pour les RH. 2070, les exosquelettes avec de l'IA générative interagissent. On pourrait en faire un épisode de podcast, mais c'est pas le sujet. Moi, j'ai envie de venir sur un sujet. Tu vois, j'ai été marqué. Je suis allé à HR Tech et donc Learning Tech fin janvier 2025. Donc très très grand salon et dans l'espace formation, dans l'espace learning, je voyais à toutes les sauces, à peu près à tous les stands, le mot IA. D'accord. Donc je pense que comme tout le monde, je vis pas dans une grotte. J'ai bien découvert que l'IA existait. Concrètement, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Et deux, qu'est-ce que ça va vraiment changer ces prochains mois, ces prochaines années pour les responsables formation? Ouais, c'est une super question parce que c'est vraiment un sujet clé. Alors, sur le sujet de l'IA, d'abord, en France, on a la chance d'avoir une filière de la formation qui est très structurée. Que ce soit les startups, les organismes de formation, des SAFA, il y a beaucoup de monde avec un bon ancrage territorial et dans beaucoup de pays, il n'y a pas ça. Donc, on a une filière et puis il y a des startups françaises innovantes qui répondent à des besoins et qui sont intéressantes. En revanche, là où moi je suis un peu plus nuancé, c'est la surpromesse. C'est qu'en fait, voilà, l'IA c'est le sujet du moment, alors c'est le buzz. Donc si tu fais pas d'IA, c'est un peu si t'as pas ta montre, t'existes pas. Enfin c'est un peu ça. Donc si t'as pas ton IA, voilà. En fait, il y a une surpromesse. Et cette surpromesse, elle est, à mon avis, elle a une conséquence assez mauvaise, c'est que les clients sont déçus. Parce qu'on leur a vendu du rêve. On a exagéré ce que l'IA allait faire. On leur a promis que ça allait régler tous les problèmes, que tout serait simple, tout serait facile, tout serait magique. Donc ça crée beaucoup de déceptions. Et comme la France n'est pas un pays qui aime le numérique et qui est à l'aise avec le numérique, et ben en fait, le risque, c'est que ça entretient un biais de confirmation chez des entreprises ou des gens qui sont hostiles au numérique. Ils disent, mais tu vois, je te l'avais bien dit, quoi. Mais ouais, je te l'avais bien dit, encore un truc, on nous a dit que... Voilà. Faut pas oublier que la France, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Israël. La France est un pays qui, globalement, n'a pas une bonne culture numérique. Un exemple très frappant, c'est les grands plans informatiques dans l'éducation nationale dans les années 80. On a mis des ordinateurs partout en France, dans les écoles, pour aider les Français, les élèves et les profs à découvrir l'informatique. Ça a été un échec total parce que ça ne marche pas comme ça en fait. On ne crée pas l'usage en mettant des ordinateurs dans des salles. Et on en est encore un peu là. Et donc il y a beaucoup d'hostilité au numérique. Il y a l'idée que ça va couper le lien, que ça va éloigner les gens, etc. Donc il y a aussi tout un contexte politique autour des services publics. Il ne faut pas oublier, ça rentre en considération, le fait que les services publics soient moins accessibles et que tout se fasse en ligne. Il y a des gens qui sont contre en fait. Et donc ils sont contre le numérique en général aussi à cause de ça. Et donc voilà, moi j'ai tendance à inviter les éditeurs et les sociétés à être très prudentes sur la promesse qu'elles font, à pas surpromettre, à ne pas se griller. Et après, sur l'IA et l'IA générative, il y a des cas d'usage qui sont super intéressants, qui sont en train de se développer. Je peux en donner quelques exemples. Toi, c'est ça qu'il faut aller chercher. Qu'est-ce qui te marque positivement, toi? Qu'est-ce que tu dis là, il y a un vrai sujet, et ça peut être effectivement entendable par des RH, par des responsables formation dans des boîtes. Il y a un sujet qui est super intéressant à creuser, c'est comment on arrive à personnaliser les parcours de formation. Éviter le côté one size fits all, le même parcours, le même dispositif pour tout le monde. On sait que pour apprendre, on a besoin de pouvoir se projeter, on a besoin d'y trouver du sens, on a besoin d'avoir quelque chose qui soit contextualisé.
Et donc, l'IA peut permettre de personnaliser des parcours en faisant de l'adaptive learning ou en favorisant l'ancrage mémoriel. Donc, par exemple, j'ai un groupe de 200 personnes, on fait des tests de compétences ou de connaissances, et en fonction de tes réponses et de ton aisance sur telle ou telle compétence, je vais te pousser du contenu ou des modules qui sont spécifiques. Donc, ça peut être intéressant pour ça. Ça peut être aussi intéressant pour favoriser la pratique. Souvent, on va en formation, en ligne ou en présentiel, c'est super intéressant, on a appris des choses, etc. Mais en fait, après, le passage à la pratique, à l'action, il est compliqué parce que on n'a pas le temps, parce qu'on a d'autres projets, parce qu'on a un peu zappé. Voilà. Donc, typiquement, l'IA générative peut permettre d'être un compagnon ou un mentor qui va t'aider à pratiquer en te proposant des actions, des défis. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Et aujourd'hui, je trouve que trop souvent, on utilise l'IA générative pour faire le job des ingénieurs pédagogiques à leur place, en gros en disant voilà, on met tout dans ChatGPT, puis ça te fait un module. Ça te fait un support. Déjà, du coup, à quoi sert quelle est la valeur ajoutée du coup des formateurs et des ingénieurs pédagogiques? Ça, c'est une vraie question. Et puis le risque, c'est d'avoir des contenus qui sont fades, un peu édulcorés, un peu plats. Et du coup, ça engage pas, ça donne pas envie, ça donne pas de sens. Et ça marche pas. Donc, il faut choisir les bons cas d'usage qui peuvent être du marketing de la formation, de la personnalisation, de la traduction à l'échelle. Il faut vraiment se poser la question des cas d'usage, les appliquer, les co-construire avec les gens pour s'assurer qu'ils les utilisent et qu'ils les adoptent. Et voilà, et pas en faire trop. Parce que sinon le backlash peut être assez fort et on voit aujourd'hui que la EdTech elle a un peu du mal à se développer parce que dans certains cas il y a un peu trop de promesses. Alors justement sur l'EdTech, je crois qu'il y a une organisation qui s'appelle EdTech France. EdTech France, bien sûr, ouais, tout à fait, qui défend les... Ouais, t'en fais partie. Ok, aussi, sûr, tu vois. Ouais. Ok. Et tu mentionnes, enfin, je t'ai lu, tu mentionnes souvent le risque de fracture numérique avec l'EdTech justement. Alors pas avec l'EdTech, c'est-à-dire que l'EdTech est un élément de réponse. Enfin, d'accord, d'accord. Aujourd'hui, la EdTech en France, c'est plusieurs centaines, milliers de sociétés, c'est plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est des acteurs, c'est un des acteurs français qui respectent le RGPD, qui ont des savoir-faire. Ouais. Donc c'est intéressant de les développer. Mais du coup, ce que je disais, c'est qu'effectivement, cette hostilité au numérique ou parfois cette difficulté à utiliser le numérique ne permet pas d'exploiter le potentiel des EdTech, ou alors les EdTech prétendent résoudre tous les problèmes. Ouais, c'est ça en fait. Pas. Okay. Donc il y a aussi ce problème-là. Et puis il y a un autre problème qui est, et on le voit en ce moment avec l'apprentissage, et ça intéresse peut-être les RH qui en ce moment ont ce sujet de recruter des apprentis et du financement de l'apprentissage. Le gouvernement souhaite baisser les financements pour les formations à distance, mais sur des arguments qui sont hyper idéologiques et qui sont franchement un peu absurdes. D'accord. En disant la formation à distance coûte moins cher, donc on baisse les budgets. Et en fait, en faisant ça, on est en train de détruire ou d'abîmer des centres de formation qui font ça. C'est-à-dire que des gens qui sont dans certaines régions où ils n'ont pas accès à des offres de formation en présentiel, c'est là facture numérique peut avoir. Ne peuvent plus se former. Ouais, donc un sujet territorial, d'inclusion territoriale, de proximité. Un sujet ensuite pour des gens qui sont en transition professionnelle ou en reconversion et qui n'ont pas forcément le temps de retourner en présentiel dans des centres parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont un boulot et qui ont besoin de quelque chose d'un peu plus flexible. Donc en fait, la EdTech et la formation à distance et le digital en général peuvent apporter énormément de choses, mais sur des cas d'usage bien précis, dans des contextes bien précis. Et c'est faut arrêter avec à la fois la pensée magique de ça va tout résoudre et avec l'hostilité qui en réalité qui est du pur lobbying anti-numérique pour flécher les budgets vers d'autres opérateurs qui sont moins numériques et où on est en réalité juste dans des stratégies d'acteurs et de lobbying et pas du tout dans quelque chose de réfléchi sur qu'est-ce que le numérique peut apporter à la société. Et il peut apporter des choses à la société et aux RH et aux personnes qui veulent se former. Ça fait un peu peur, effectivement, de voir les coulisses. Toi qui es effectivement dans l'expertise du sujet, ça touche au micro-learning, en fait, ce sujet. Enfin, moi, j'adore ce sujet du micro-learning. Je trouve que ça explose, mais est-ce que tu penses que le micro-learning est vraiment une réponse à tout, peut être une solution positive pour tout le monde, ou n'est pas adapté à toutes les situations de formation? En fait, tu vois, moi, je vois des solutions. Je le vois pour mon podcast. Je suis sollicité, en fait, pour passer sur mon podcast par des solutions qui vont me permettre le micro-learning en management, le micro-learning en RH, le micro-learning en langue, etc., etc. Enfin, des Duolingo, un peu de tout. J'exagère un peu donc dedans, j'ai du mal à me dire, tiens, j'invite pas parce que est-ce que c'est sérieux, pas sérieux? Est-ce que ça c'est vraiment une tendance d'avenir pour toi? En fait, dans le monde de la formation, on a parfois tendance
tendance à aborder le sujet par le contenu. Et parfois, le digital fait beaucoup ça. On va créer du contenu, on va le mettre à disposition, on va créer des plateformes, des marketplaces, et ça va fonctionner. Et en fait, le contenu, c'est bien, il faut du contenu, et on a la chance d'avoir accès à de plus en plus de contenu, que ce soit du contenu gratuit, du contenu payant. Enfin, il y a du contenu, il y en a partout. Audio, de la vidéo, du podcast, juste d'aller sur YouTube, de voilà, toute façon. Ce que tu veux. C'est accessible pour tout le monde. Donc sur YouTube, il y a des tonnes de trucs. Du contenu de qualité, il y en a énormément. Mais en fait, le contenu ne fait pas la formation. La formation ne fait pas la compétence, surtout. Donc, c'est un des aspects du développement des compétences. Mais ensuite, il y a la recherche, il y a la définition de tes objectifs. Est-ce que tu sais pourquoi tu veux te former? Est-ce que tu as un objectif? Est-ce qu'on t'a aidé à le définir? En fait, est-ce que tu sais pourquoi tu es là, en gros? Première étape d'une bonne formation. Est-ce que les gens savent pourquoi ils sont là? Si 100% des gens pouvaient répondre oui à cette question, déjà, la formation irait encore mieux. Donc, le sens, l'utilité. Et après, il y a le sujet de la motivation. Il y a le sujet de comment on accompagne le passage à l'action. Parce que ce qui fait qu'on passe d'une formation à une compétence, c'est bien qu'on a pratiqué, c'est qu'on l'a mise en situation dans son travail, on a appris de son travail. Et donc, il faut le contenu, mais le contenu ne suffit pas. Il faut ensuite l'accompagner par des communautés, par de la formation en situation de travail, par de la pratique, par des projets, par du mentorat, enfin plein de choses qui peuvent se faire en présentiel comme à distance. C'est pas tellement un sujet de mode de digital ou pas, mais c'est comment on favorise le passage à l'action, comment on favorise le transfert, comment on développe la motivation, et puis comment on aide les gens à gérer l'infobésité, en fait, parce qu'aujourd'hui, du contenu, il y en a partout, et donc, comment tu fais pour savoir qu'un contenu est bon, qu'un organisme de formation est de qualité? Ça devient presque une compétence d'apprendre, de s'orienter. Et les RH et les responsables formation, de plus en plus, sont attendus sur leur capacité à faire le diagnostic de la compétence et après à aller prescrire un peu une solution. Si on fait le parallèle avec la médecine, c'est OK, je t'écoute, tu es mon patient, j'écoute ton besoin, tu l'exprimes, moi je le reformule, j'appuie là où ça fait mal, vraiment. Et puis je te fais une ordonnance, et cette ordonnance, elle peut, on va aller chercher plein de solutions différentes pour te soigner et te développer dans tes compétences. Ok, très clair. T'as des exemples, toi, que tu as vu d'entreprises qui ont mis ça en place et qui aboutit réellement à des actions concrètes et avec des KPI, on va dire, positifs, ou des solutions qui t'ont vraiment marqué? Oui, bien sûr. Je pense que là, historiquement, la formation était un peu administrative, en France en tout cas, et donc ça l'enfermait. Et le fait que les réformes successives aient changé les règles de financement de la formation, que les OPCO aient changé de rôle, etc., fait que finalement, il y a plus d'attentes sur l'impact, sur le fond. Et globalement, il y a eu peu de coupures budgétaires dans les grandes entreprises, en tout cas, après, même s'il y a moins d'argent à récupérer du côté des OPCO. Donc, il y a plein d'initiatives qu'on voit dans les entreprises. La première, c'est d'avoir une approche par compétences. C'est vraiment de se dire, quelles sont les compétences que je veux développer dans mon organisation? Est-ce que je les ai? Si oui, à quel niveau et dans quel pourcentage? Déjà, d'avoir la cartographie, la compréhension des compétences. Donc, c'est le côté diagnostic. Tu vois, c'est le côté médecin qui fait un diagnostic. Et c'est pas on forme pour former, mais on forme en connaissant les personnes qu'on a en face. Donc ça, alors ça peut se faire après par des outils de cartographie de compétences, ça peut se faire par des tests de positionnement, ça peut se faire de plein de manières différentes. Mais il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui creusent ce sujet de la compétence pour déjà que le point de départ soit clair. Okay. Ça, c'est super intéressant. Et ça fait le lien du coup entre les RH et la formation. Et ça les rapproche. Il y a ça. Ensuite, il y a beaucoup d'entreprises qui, en ce moment, s'intéressent beaucoup à la pédagogie. Parce qu'en fait, elles ont déployé des programmes de formation en ligne, en présentiel, et elles ont un problème d'engagement. Les gens vont pas au bout. Il y a du digital learning, ils te disent oui, c'est bien, mais en fait, ils vont pas au bout. Ou alors des annulations. Moi, j'ai certains clients qui me disent qu'ils ont 20-30% d'annulations sur des formations en présentiel ou en hybride. C'est énorme. Proposées avec des prestataires donc payants ou avec des formateurs internes qui ont fait des supports, qui parfois ont pris l'avion. C'est des coûts. C'est des coûts, c'est démotivant. Donc, annulation. Surcharge de travail, pas d'implication du manager, problème de sens. Voilà. Donc aujourd'hui, les entreprises cherchent de l'impact parce que ce sujet de la compétence devient critique. Et si on dézoome un tout petit peu, on est dans une transition démographique. Le vivier globalement disponible, il est en baisse. Tout le monde se bat pour les mêmes personnes. Soit on cherche des super experts, donc il y a une inflation sur des salaires et c'est des gens très volatiles. Soit au contraire, on recrute plutôt des profils techniciens, mais il n'y en a pas assez.
ils sont pas assez formés. On les trouve pas aujourd'hui sur le marché du travail parce que certaines filières sont pas assez attractives ou parce qu'on a poussé les gens à faire des études longues et ils se retrouvent au chômage alors qu'ils pourraient faire des métiers techniques et ensuite progresser via la formation continue. Donc en fait, le vivier est moins disponible. Tout le monde se bat sur les mêmes profils. Et donc, il faut recruter plus large. Qui dit recruter plus large, ça veut dire des gens qui ont des écarts de compétences, qui ne sont pas forcément prêts pour le job qu'ils doivent faire tout de suite. Et donc, il faut les former, les accompagner, réinvestir un peu ce sujet-là. Et puis, il faut que ça ait de l'impact parce que le business n'attend pas. Il faut faire les projets. Donc, moi, je vois en ce moment beaucoup d'entreprises qui s'intéressent vraiment à la formation, à la pédagogie, à l'impact que ça va avoir. Soit pour faire de la rétention de talent, de l'engagement, des prises de poste plus rapides, démultiplier des bonnes pratiques. Ça peut être aussi dans des contextes de croissance externe, des rachats d'entreprises, et il faut se former à la culture commune, au process commun, transférer des bonnes pratiques des uns aux autres. Donc il y a plein de contextes et de cas d'usage différents. Mais en tout cas, nous, chez Learn Assembly, on ne s'ennuie pas en ce moment, et on est plutôt dans une période très positive. Ça me fait un peu penser à l'époque du design thinking où c'était très à la mode parce que tout d'un coup on découvrait les démarches orientées utilisateurs où on s'interroge sur les utilisateurs, etc. Tout le monde s'est mis à faire du design. Mais il y a un peu un momentum. Et là, en ce moment, sur ce sujet de la pédagogie, de l'entreprise apprenante, de la formation, il y a un retour de ces sujets-là qui ont été peut-être un peu oubliés pour différentes raisons. Et c'est positif, hein. C'est très positif. T'as parlé, c'est très dynamique. Tu as parlé d'un sujet tout à l'heure, vite fait, mais tu as dit sur le no-show l'implication des managers. Tu l'as glissé au détour de ta phrase. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les managers deviennent des vrais facilitateurs d'apprentissage et pas juste des prescripteurs de formation. Je vais inscrire Jean-Jacques et Marie à la formation Excel parce que ça fait 3 fois qu'elle me tanne dessus, mais en fait, elle n'en a pas besoin, quoi. Bien sûr. J'exagère un peu, mais... ou alors, j'ai fait l'entretien annuel, la personne a écrit compta dans le SIRH, et donc à la fin, j'ai compta. Donc voilà. Mais, merci. Et ça, je fais quoi avec ça ? Voilà, tout à fait. Comment essayer de faire en sorte que les managers soient vraiment des acteurs et des vrais facilitateurs là-dessus ? Alors, il y a 2 réponses à ça. Il y en a une qui consiste à... Et il faut les 2 ensemble pour moi, hein. Il y a la réponse pragmatique, tactique, stratège, on va dire, plus. Et puis, il y a la réponse plus idéaliste et ambitieuse. Et il faut les 2 parce qu'on ne peut pas se contenter de l'un ou de l'autre. La réponse ambitieuse, c'est déjà de diversifier le recrutement et la promotion de managers en prenant en compte pas tellement l'expertise métier, ou pas que l'expertise métier, mais la posture, la capacité à s'intéresser au profil, à les faire grandir, à les développer. Donc tout le côté manager-coach, manager-développeur. Donc ça, c'est dans le choix des managers. C'est attention à qui vous mettez comme manager et comme manager de proximité, parce que c'est souvent eux le sujet. Donc en gros, c'est essayer d'avoir des managers qui sont pas que des superviseurs ou des encadrants, mais qui sont aussi développeurs. Alors après, donc ça, voilà, il y a ça. Ensuite, il y a le fait de former les managers. Moi, je suis intervenu souvent dans des formations de manager coach ou manager développeur de compétences, mais en fait, il y a un moment où ça s'apprend. Les gens, ils connaissent rien. Enfin, il faut leur expliquer comment on fait un entretien de développement, quelle méthode, quelle grille de questionnement, la formation, voilà ce que tu peux proposer, voilà ce que tu peux pas proposer, combien ça coûte. Enfin, un peu de culture générale, en fait. Nous, on baigne dedans, donc ça nous paraît un peu évident. Mais est-ce que ça, c'est le job du manager ? Il faut qu'il ait un peu de culture générale sur le sujet. Ou est-ce que le responsable formation, les responsables formation, ils doivent aussi prendre le temps d'écouter les collaborateurs de la boîte et pas juste être une chambre d'enregistrement du plan de formation. C'est pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils le sont plus, ça. Mais les équipes formation, elles sont souvent petites. Nous, souvent peu staffées. Hein. Dans les benchmarks qu'on a, dans les grands groupes, c'est très grand groupe ce que je vais dire, mais il y a un ETP learning. Donc pas que responsable formation, ça peut être formateur ou autre. Un ETP learning sur 200 à 500 salariés. Donc il y a un moment, ils peuvent pas être partout. Et l'approche entretien annuel, plan de développement des compétences un peu classique, il faut ça, mais ça a un peu ses limites. Donc c'est être plus proche du business, plus réactif, écouter les sponsors, écouter les salariés, etc. Mais les responsables formation, ils peuvent pas tout faire. Donc il faut former les managers, il faut les acculturer, il faut aller chercher des profils un peu différents, et que dans les people review, on aille capter aussi des profils qui ont cette sensibilité-là. Ça, c'est l'approche ambitieuse et idéaliste. L'autre approche qui est hyper tactique et pragmatique, c'est de bypasser les managers. Et en fait, de surtout pas compter sur les managers, parce que 70% des managers sont soumis à des injonctions paradoxales. Donc on leur dit, tu comprends, c'est important que tu développes ton équipe, mais en même temps, il faut que tu fasses tes chiffres. Enfin voilà, donc à un moment, les managers, ils peuvent pas être partout,
soit ils n'ont pas forcément envie ou ils valorisent pas le développement des compétences, ou alors ils ont peur que si on forme quelqu'un, bah, la personne va demander une augmentation de salaire et on ne pourra pas répondre, ou elle va demander une mobilité et du coup on perd un talent, ou alors on ne pourra pas répondre. Donc en fait, la formation peut générer de la frustration. Il faut comprendre ça. Et donc en fait, une manière de faire, c'est de pas toujours dire il faut que ce soit les managers, mais c'est aussi aux équipes RH et formation de prendre un peu le taureau par les cornes, de prendre le lead et d'aller déployer les programmes, d'aller faire du marketing de la formation. Ça peut prendre la forme de Learning Week, de Learning Day, de gros événements autour des compétences. Ça marche très très bien et ça touche tout le monde. C'est aussi, il faut que les RH et la formation sortent un peu aillent au contact, aillent sur le terrain, aillent vendre leurs solutions. Il y a une posture de vente, de gestion de compte, d'écoute client, de culture client interne à développer. Alors quand on a des ressources limitées, c'est pas simple. Mais ce côté culture client et voilà, il faut et vente de ces programmes, de ces convictions, c'est important. Donc après, il faut aussi avoir des bons sponsors, c'est pas toujours possible. Donc voilà, il faut un peu les deux, quoi. Ouais. Mais dans un monde, on vit dans la vraie vie et donc le manager coach, ok, c'est bien, mais on sait tous que voilà, c'est plus compliqué que ça. C'est pas si simple. Toi, tu accompagnes principalement des clients d'une taille assez importante. Pas forcément. Pas forcément. Okay. Justement, et d'ailleurs, en fait, ma question sous-jacente, c'est et là, tu t'adresses plus quelque part aux gens qui nous écoutent, qui travaillent dans des PME, par exemple, etc. Quel conseil tu leur donnerais si moi je suis RH, j'ai pas de responsable formation, on m'a confié la mission formation dans ma fiche de poste RH. Quel conseil tu pourrais donner à un responsable RH qui a la formation dans son périmètre pour être plus efficient en 2025-2026 dans un monde qui bouge vite là? Effectivement, et c'est important parce que nous, on travaille avec, et on aime beaucoup ça, on travaille avec des petites structures, des très grands groupes internationaux, et c'est ce qui fait la richesse aussi de notre métier. C'est, tu vois, moi je passe je sais pas, d'un organisme de formation qui fait de la maintenance dans l'automobile à un grand groupe dans le luxe. Et tu vois, c'est des sujets complètement différents, enfin, c'est assez marrant, c'est assez enrichissant. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. La première, c'est d'essayer de s'acculturer à ce que c'est que la formation aujourd'hui, c'est-à-dire comprendre les différents dispositifs qui existent. Alors, il y a le côté financement et les dispositifs, savoir comment on peut les utiliser pour après les conseiller aux managers. Et ça, l'OPCO, normalement, c'est notre interlocuteur numéro 1, non? Ouais. Ok. Alors, peut-être. Si c'est le cas, tant mieux. Ouais. C'est pas le retour que j'ai forcément. Ça peut être variable selon les OPCO. Où c'est très variable. Ou les hommes et les femmes qu'on a derrière, en fait. Ouais. Je pense que c'est bien de connaître les dispositifs et de pouvoir conseiller les managers. Ensuite, il y a un sujet de veille. Faire de la veille. Il y a un sujet de connaissance de la pédagogie, du cœur de métier. C'est quoi, en fait, faire un peu d'ingénierie pédagogique? Alors, un RH qui a la casquette formation, il va pas faire lui-même de l'ingénierie pédagogique en plus, ça fait trop. Mais déjà, avoir des bases sur comment on construit un objectif pédagogique, comment on construit un parcours, qu'est-ce qui déclenche l'envie d'apprendre, qu'est-ce qui déclenche le transfert, avoir un peu ces éléments-là, ça va aider soit à briefer des prestataires et à choisir les bons, ça va aider à travailler avec des formateurs internes si on veut internaliser. Donc voilà, avoir un peu cette sensibilité-là et cette culture générale de la pédagogie et de la formation. Je dirais ça. Ensuite, le fait qu'il y a en France une offre très 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 large. Enfin, on a une offre qui est hallucinante. Il y a, je sais pas, 40 000 organismes de formation en France. Alors dans le lot, il y a à boire et à manger. Et d'ailleurs, c'est un autre sujet, ça. Il faut connaître le marché, mais globalement, on peut trouver de la formation courte, longue, diplômante, certifiante, pas diplômante, pas certifiante, en présentiel, en hybride, en digital. Tout ce que tu veux. Il y a beaucoup de choses. Donc, faut apprendre à être acheteur de formation. Je pense qu'il y a une compétence qui est d'apprendre à être un acheteur de formation, savoir repérer les bons acteurs. Repérer les bons acteurs, c'est déjà, est-ce qu'ils respectent des standards de qualité type Calliope ou autre? Est-ce que il y a une capacité d'écoute? Est-ce que pédagogiquement ça tient la route? Est-ce que les intervenants sont intéressants? Enfin voilà, est-ce que c'est intéressant parce que tu vois, moi j'aurais plus l'homme ou la femme qui va être formateur, formatrice que Calliope par exemple. Calliope, c'est un label. Oui, c'est un label. Qui a sa place. Hein. En fait, Calliope, donc pour expliquer peut-être pour tout le monde, je ne sais pas si tout le monde est familier, mais c'est la nouvelle norme obligatoire de qualité de la formation professionnelle. C'est un peu, c'est une norme, voilà. Et en fait, le problème de Calliope, c'est que ça évalue plus du process
que la qualité en elle-même des formations. Ça évalue le fait de se mettre en conformité avec des indicateurs de qualité, mais pas tellement, pas tellement la réalité. Donc, des gens très mauvais peuvent être Calliope. Donc, Calliope ne suffit pas. Par contre, la démarche Calliope, quand elle est bien faite dans les organismes de formation, elle amène à se poser des vraies questions sur la personnalisation, sur la prise en compte des besoins, sur la formation des formateurs, sur la veille. Donc voilà, il faut aller au-delà de Calliope. Okay. Est-ce qu'il y a une intention derrière de qualité? Donc voilà, apprendre à acheter de la formation, c'est un vrai savoir-faire. La veille, le sourcing. Alors justement, veille. Et un dernier point pour les RH, c'est aussi apprendre à répondre à des demandes de managers et de clients internes. En fait, votre sujet, c'est pas un sujet de formation. Parce qu'aujourd'hui, la formation, c'est un peu parfois le pansement ou moi, j'utilise souvent le mot placebo. C'est un peu le placebo. Il y a un problème dans une équipe. Hop, on refile ça au RRH. Trouve-moi une petite formation. Là, on va faire la méthode DISC. On va faire une petite formation management. Alors qu'en fait, c'est pas le sujet. La formation ne va rien régler. Ça peut être un sujet de management. Ça peut être un sujet plus organisationnel. Ça peut être un problème de change. Il peut y avoir plein de raisons. Et la formation peut être la réponse, mais parfois ça peut être du coaching. Parfois ça peut être une mobilité. Parfois ça peut être, autre chose, un sujet plus RH. Mais il faut faire attention aux managers qui arrivent en disant j'ai un problème, je veux pas vraiment le traiter, hop, je le donne à la RH en lui disant fais-moi une formation, et là il faut dire non, ou alors il faut reformuler et proposer une solution. Mais parfois la formation ne va répondre à aucun besoin, va être contre-productive, les gens vont passer du temps, et en plus ils ont encore leur boulot, donc du coup on les a formés, ils savent pas pourquoi ils sont là, ils ont perdu du temps, ils vont devoir bosser le soir, le week-end, alors là c'est pour développer l'envie d'apprendre, c'est totalement contre-productif. Donc la formation c'est aussi de la négo. Ok, je reviens sur la veille. C'est une question que je t'aurais posée à la fin, mais toi, comment tu fais ta veille? Et est-ce qu'il y a des personnes que tu conseillerais à nos auditeurs d'écouter? Alors toi, bien sûr, il faut qu'on te lise, qu'on t'écoute. Je sais pas. Non, mais au-delà de toi, est-ce qu'il y a des newsletters, des sites web que toi tu trouves pertinents pour des RRH qui ont envie effectivement de grandir sur la formation, de vraiment d'avoir une bonne culture, des événements, enfin voilà. Comment est-ce que toi tu pratiques ta veille? Et comment est-ce que quels outils tu conseilles, quels moyens tu conseilles à nos auditeurs, auditrices? Il y a beaucoup de sources en fait très différentes, donc c'est pas toujours simple. J'avais en tête Centre Info, mais je sais pas s'ils font vraiment de la veille. Alors en fait ça dépend des sujets. Sur la partie réglementaire, droit de la formation, réforme, décret, etc. Centre Info c'est très très bien, donc c'est Centre Info avec 2 F, Info Formation. Donc c'est une structure qui fait de la médiation et de l'information sur l'évolution de la formation professionnelle. Ils ont des fiches pratiques qui sont super intéressantes. Donc voilà, il y a ce type de ressources. Ensuite, sur la partie peut-être plus tech, EdTech, il va y avoir un média comme Digiformag sur les organismes de formation ou e-learning letter, ce type de choses. Il y a un média qui est très qualitatif qui s'appelle Sydologie, Sydologie, qui est vraiment sur les pratiques pédagogiques et les outils de la EdTech, avec des retours d'expérience très concrets, très détaillés. On a testé tel outil, on vous dit ce qu'on en pense. C'est très qualitatif, c'est vraiment super intéressant. Et puis après, moi j'aime bien aller suivre des gens sur LinkedIn. Il y a aussi les rapports de LinkedIn qui sont intéressants sur les tendances de l'emploi, sur les tendances de la formation. Et puis après, il y a des sources plus institutionnelles, mais qui sont super intéressantes parce qu'elles donnent des tendances sur l'évolution de l'emploi et donc des compétences et donc des formations. Et ça peut être le REC, le réseau emploi compétences, à France Stratégie. Ça peut être le CEREC, c'est un centre de recherche, CEREQ. Donc c'est plutôt de la recherche, mais très concrète et très intéressante sur la formation. La DARES, bien sûr. Qui publie beaucoup d'études. Et les 2-3 personnes que tu conseillerais sur LinkedIn de suivre sur ce sujet, vraiment des experts formation. Tu vois, moi je connais Yannick Grafnel par exemple. Voilà, Yannick Grafnel est super intéressant. Pierre Monclos sur la partie, en ce moment il publie beaucoup sur la partie IA et la formation. Ça peut être Nicolas Roland, qui est un concepteur pédagogique qui publie beaucoup et qui a une newsletter. Des personnes qu'on peut suivre et qui ont vraiment de la valeur. Ça c'est top. Et un blog aussi très intéressant, c'est le blog de C-Campus, C-Campus, qui est un blog très riche sur les pratiques pédagogiques, la formation en situation de travail, les tendances de la formation, qui est une très très bonne ressource et qui est très très précieuse.
Ok, ben ça fait déjà énormément de contenu, on Et va la dire. newsletter de Learn Assembly. Ouais. Tiens, t'as parlé de LinkedIn. Est-ce que tu utilises LinkedIn Learning? T'en penses Ouais, quoi? bien sûr, j'utilise LinkedIn Learning. Et justement, je trouve que donc LinkedIn Learning, pour la petite histoire, c'est l'acquisition par LinkedIn d'une société qui s'appelle lynda.com Ah, je savais pas ça. avec un D'accord. Y. Ok. Ouais. Et en fait, l'histoire de Lynda est assez intéressante. Déjà, c'est un couple qui a créé cette boîte, c'est assez marrant parce que bon, voilà, une histoire de couple entrepreneur. Et en fait, lynda.com, c'est des gens qui, comme Netflix, avaient démarré par avant le streaming. Donc en fait, ils envoyaient des cours en ligne avec des cassettes, quoi, par la poste. Comme Ok. Netflix, hein, Netflix a Ok. commencé comme Ouais. ça. Et après, dans les années 2000, ils sont passés au digital, à la formation à distance. Donc, ils avaient à Los Angeles des plateaux entiers où ils tournaient des centaines et des centaines de vidéos pédagogiques sur tous les sujets, chaque jour, jusqu'à devenir en fait c'est un peu le Amazon de la pédagogie digitale. Et ils ont été rachetés par LinkedIn il y a 5-6 ans. Et LinkedIn a intégré Lynda et c'est devenu LinkedIn Learning. Et là où je trouve que c'est assez malin, c'est que LinkedIn aujourd'hui, c'est la base de données de l'emploi et des compétences. Alors, les compétences sont pas toujours bien déclarées sur LinkedIn, donc Oui. c'est pas toujours très fiable, mais ça permet quand même de relier compétences et formations. Donc de dire, voilà, Antoine, dans ton parcours, en fonction de tes compétences déclarées et de tes projets, tel et tel module peuvent être intéressants. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les contenus sont... Alors, il y a un peu tout, mais il y a quand même un catalogue assez profond. Ça permet de se former on the job, entre deux réunions. Voilà. Ça peut être intégré sur Teams, puisque LinkedIn maintenant appartient à Microsoft. Donc en fait, on rapproche la formation du salarié, et ça, c'est pas mal. Après, la limite, mais c'est pas la limite de LinkedIn Learning, mais c'est la limite en général du contenu digital tout seul. C'est bien quand... Enfin, ça suffit pas. Enfin, voilà, il faut autre chose. Mais ouais, ça se développe. Et LinkedIn est très connu sur la partie talent acquisition, recrutement, etc. Mais les offres compétences sont aussi, se développent beaucoup. Ouais. Ok. Donc vraiment, véritablement intéressant. Euh, notre temps tourne, Antoine. J'ai encore des tonnes de questions, donc on va faire des choix absolus dans mes questions. Comment est-ce que tu vois, toi, évoluer parce que tu en as parlé, c'était intéressant, la relation entre RH et formation dans les entreprises. Parce que tu as dit tout à l'heure que des fois, ils ne se parlaient pas ou peu ou pas assez. Comment tu vois évoluer cette relation et pourquoi, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai de tes propos, tu as une conviction qu'il faut que ces métiers se parlent, quoi. Ouais. Je pense que c'est clé. C'est clé parce qu'en fait, moi, j'adopte toujours le point de vue de l'individu, de l'apprenant, du salarié, de l'expérience collaborateur. C'est juste une question d'expérience collaborateur. Déjà, j'ai pas envie de parler à 150 personnes. J'ai pas envie que des sujets aussi importants que mon avenir professionnel, mon employabilité, mes compétences, mon évolution d'entreprise soient traités uniquement par un formulaire dans un SIRH. Enfin, il y a un moment où il faut des conversations, il faut des discussions, il faut un peu plus, quoi. Donc d'un côté, je pense que les RH ont besoin de plus connaître les offres de formation, de les porter, de les pousser au terrain et aux managers, donc de se connecter avec les responsables formation. Et les responsables formation ont besoin d'aller plus sur le terrain pour pas simplement dire, bah voilà, ça y est, j'ai conçu mon programme avec en prestataire ou en interne, il est super, et maintenant, allez-y. Et puis, non, en fait, ça marche pas comme ça. Il faut aller le vendre, il faut aller le marketer, il faut aller l'expliquer, il faut le co-construire avec le terrain parce que sinon, ça marche pas. Donc voilà, déjà, il y a besoin de ça, de ce lien, de cette co-construction. Ensuite, il y a un vrai sujet sur la manière dont on construit les parcours de carrière dans les entreprises, comment on construit la mobilité, sur quels critères, le potentiel, les compétences, les projets passés. Et donc, c'est là où les RH et la formation pourraient travailler encore plus ensemble pour construire des plans de développement et des parcours de formation qui sont maillés, en fait. Parce que le salarié, lui, il s'en fout de savoir si c'est le périmètre de la RH ou pas. Enfin, c'est pas son sujet. Hein. C'est pas trop son sujet, quoi. Non. Son sujet, c'est qu'est-ce que vous me proposez, quoi. Ouais, je suis d'accord. Quel plan de rétention vous me proposez, quel plan de développement vous me proposez. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a donc voilà, moi, je pense que ça a beaucoup de valeur. Et puis, peut-être un dernier point, c'est que parfois, on dissocie le côté talent management de la formation. Et donc, en fait, on va proposer des choses... déjà, c'est deux équipes séparées, qui n'ont pas le même rattachement, souvent dans les entreprises. Et on va proposer des choses très premium à des futurs managers ou des hauts potentiels ou des futurs dirigeants avec des gros investissements. Donc on dit voilà,
Cette personne, elle va devenir cadre dirigeant, donc on va lui payer une formation diplômante. Donc, il faut faire attention au décalage de pratique. Il faut faire attention au fait que tous les budgets n'aillent pas que à 5% de l'entreprise, voire 3%. Ça, c'est un sujet d'équité aussi, d'égalité des chances en quelque sorte. C'est un sujet d'efficacité de la formation. Et puis, c'est un sujet où aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de retenir les talents. Il y a moins... alors là, le contexte actuel est un peu moyen, donc les gens sont un peu moins mobiles, mais quand même, les gens restent moins longtemps dans les entreprises, bougent plus, challenge plus. Ils sont moins mobiles géographiquement aussi, donc ils sont moins prêts à bouger tout le temps. Et donc, la formation, les compétences, c'est un vrai levier de rétention de talent. Et puis de ROI dans certains cas, pas toujours. Le ROI de la formation, parfois on peut le mesurer, parfois on peut pas. Et quand on peut pas, il faut dire, en fait, on peut pas. Ah, c'est intéressant. Il faut l'assumer ça. Tu vois, c'est intéressant parce que tu vois, j'avais noté des questions là-dessus, mais je faisais pas faute de temps, mais du coup, je vais le faire quand même. Ouais, mais le ROI, c'est un vrai sujet. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Tu vois, moi, j'ai été responsable formation il y a quelques années. Et, c'était déjà un sujet. Ouais. Tu as les Kirkpatrick, les machins, les trucs. Et ça, c'est intéressant ton point de vue. Ouais. Toi, tu peux dire, bah ouais, cette formation, elle n'a pas forcément un ROI mesurable. Je pense que non seulement il faut le dire, mais il faut l'argumenter et le défendre. Okay. En gros, si on schématise, plus une formation touche à un sujet métier avec des KPI métiers, plus tu vas pouvoir observer l'impact d'une formation. Donc, je prends un exemple. Tu fais une formation de commerciaux. Tu les développes pendant 4 mois sur un certain nombre de postures de compétences et puis tu vas regarder à la fin le panier moyen, la vente additionnelle et puis tu compares sur les cohortes d'avant. Et en fait, tu peux quand même voir s'il y a des écarts. Alors, peut-être que la cohorte d'avant était moins bonne ou meilleure, donc il n'y avait peut-être pas les mêmes talents. Mais si c'est les mêmes personnes, globalement, avec la même formation et le même parcours, et que grâce à une refonte de formation, tu te rends compte que tu as réduit ton cycle de vente et tu as augmenté ton panier moyen, tu peux mesurer le ROI de la formation. Et nous, on l'a fait sur un projet. On a fait une refonte de formation de conseiller de vente. Formation intensive de 6 semaines avec des techniques de vente, de la formation produit. Et on a comparé ces indicateurs-là et il y avait un ROI. Voilà. Okay. Tu peux le mesurer. Et dans ces sujets-là, sur des sujets de métier, ça a du sens. Ensuite, sur des sujets qui sont des sujets transverses, sur des sujets, je sais pas, managériaux, c'est compliqué. Est-ce que tu peux dire j'ai réduit le turnover des managers grâce à la formation? Oui, peut-être, un peu. Ça va peut-être jouer pour 10 ou 20%, mais il y a d'autres sujets. Ou sur la RSE. J'ai formé la RSE, j'ai formé à la cybersécurité et du coup, on n'a pas eu d'attaque. Et donc, on a évité des centaines de milliers d'euros de rançon. Bah, peut-être, mais peut-être qu'elle n'aurait jamais eu lieu non plus. Enfin, bon, voilà. Donc, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le dire. Et donc, il ne faut pas rentrer dans le piège du ROI. Et c'est aussi l'engagement d'une entreprise d'être un espace social qui développe les gens. Qui crée de la valeur, pas que économique, et donc à un moment il faut le défendre. Donc parfois il faut parler pognon et business et être très très cash, puis parfois il faut se mettre sur un autre plan, et les RH c'est aussi les représentants de l'humain et d'éléments qui sont pas que des éléments financiers à court-termistes, donc voilà, ça dépend des cas et ça dépend des contextes. Ok, ça marche, très très clair. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Un sujet qu'on n'a pas abordé, tu aurais voulu en parler? Tu vois, allez, du coup, je te fais la question et la réponse en même temps. Non, mais je t'oriente un petit peu, mais tu vois, on n'a pas parlé d'un sujet. Tu vois, moi, ça m'a. Learning Boost. Oui. C'est quoi exactement? Parce que tu as créé Learning Boost et Learning Fabric aussi, je crois. Ouais, alors, c'est quoi exactement tous ces sujets sur lesquels tu bosses? Learn Assembly, c'est un cabinet de conseil et un cabinet d'ingénierie pédagogique. Ouais. Et en fait, nous, on voulait développer. Enfin, moi, j'ai un côté très digital, très tech, et j'aime bien le produit. Donc, j'aime le conseil. Je vois la limite des produits, donc j'aime le conseil. Mais le conseil, c'est de l'influence, c'est des livrables un peu immatériels, et c'est bien d'avoir aussi du dur. Et donc, avoir un produit, c'est une manière de proposer autre chose à ses clients, de refléter sa vision de la formation. Et puis, c'est aussi un modèle économique différent qui complète le modèle plus classique du conseil. Et donc, l'idée de Learning Boost, en fait, c'est venu la jeunesse. Et en fait, on faisait un très, très gros programme digital, d'acculturation au digital. Donc, c'était pour acculturer au digital en ligne. Je ne sais plus combien de milliers de personnes à former. Et donc, notre client nous disait, bah voilà, j'ai besoin de modules sur les réseaux sociaux, sur la data, sur ceci, sur cela. Et nous, on disait, c'est bien, hein, on va vous les faire, les modules. On va vous faire des belles vidéos avec les meilleurs experts. Mais comment on personnalise ça? Comment on engage les gens? On ne va pas balancer une bibliothèque de vidéos à 10 000 personnes.
Et donc, il faut leur proposer des objectifs précis et que chaque personne puisse avoir son objectif dans cette formation. Et donc, on a fait des tests de compétences et les gens recevaient un profil qui leur disait sur telle compétence, t'en es là. Et donc, va regarder telle vidéo niveau 2, toi, va plutôt regarder celle-là, toi, fais tel exercice. Et donc, tu proposes, tu guides les gens, tu les orientes dans leur parcours. Donc, on a fait ça sur ce projet à la main, avec des outils maison. Ok. Ça a cartonné. Ça a eu un impact sur la rétention, ça a eu un impact sur l'engagement et sur la compétence. Et donc, on s'est dit, on va en faire un produit. On va développer une vraie plateforme pour faire ça. On a levé un peu d'argent avec des business angels pour développer cette plateforme. On a développé la plateforme. Et donc, Learning Boost, c'est un outil. C'est le questionnaire de la compétence. C'est un peu le SurveyMonkey de la compétence. Tu crées des questionnaires de positionnement sur des compétences ou des comportements. Les gens passent des questionnaires très précis et ensuite reçoivent un profil qui est anonymisé. C'est important pour que les réponses soient honnêtes. Et qui leur dit voilà tes axes de développement, voilà ta maturité. Et donc, on fait le lien après avec l'offre de développement ou de formation. Et nos clients ont un dashboard et ça leur permet de savoir sur 3000 personnes, voilà les écarts de maturité sur telle et telle compétence dans tel et tel BU, tel et tel pays. Ok. C'est un outil qu'on utilise à la fois pour former et pour diagnostiquer les compétences de certaines personnes. Ok, très 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 clair. Et c'est intéressant, je trouve, quand on est entrepreneur, et peut-être que toi, ça te parle aussi, d'avoir ce côté prestation intellectuelle où tu fais du service, du conseil et du design, d'avoir de la techno. Moi, j'aime bien le fait d'avoir une techno et ça c'est différent. Et puis, je pense que quand on fait de la formation, c'est compliqué de ne pas être soi-même formateur. Beaucoup de gens dans la formation n'ont jamais mis les pieds dans une salle de formation et donc ils n'ont jamais vécu tu sais, la petite goutte de sueur tu te rends compte que ça correspond pas aux besoins, quelqu'un qui te challenge et il faut rebondir. Enfin, ce truc d'être dans une salle avec des gens et beaucoup de formations sont conçues par des gens super intelligents ou des startups EdTech sont conçues par des gens super intelligents, mais tu sens qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans une salle de formation. Sinon, ils n'auraient pas fait ça comme ça. Vive ma vie de formateur, quoi, en fait. Et donc, il faut former. Et donc, nous, on est aussi un organisme de formation qui forme des ingénieurs pédagogiques, des RH, des responsables formation. Et en fait, la formation alimente le conseil alimente la formation, et ça nous permet d'être sur différents niveaux. Comment réagir quand la salle n'est pas adaptée, quand le matériel ne fonctionne pas, enfin des trucs que j'ai vécu. Et là, tu peux pas dire on annule la formation. Faut un peu improviser. C'est une de mes premières expériences au tout début de Learn Assembly. J'avais conçu une formation sur l'innovation et l'esprit intrapreneurial. C'est une formation à l'intrapreneuriat, on va dire. Et j'avais vendu cette formation à un groupe automobile. J'étais très très jeune et là donc j'arrive sur place dans le centre de formation et je me retrouve en fait, comme ça passait par un organisme de formation, ils voulaient pas me donner la liste, les noms, les gens, j'avais pas pu les interviewer au téléphone. Moi je fais toujours des interviews pour comprendre les besoins, là j'avais pas le droit, donc je débarque avec mon support devant 30 personnes, enfin 15 personnes en sachant pas très bien, et là je me retrouve face à des directeurs de pays qui avaient tous dans l'automobile, qui avaient tous 20 ans d'expérience, très business, qui me voit arriver, tu vois, le petit gars qui arrive de nulle part avec un peu débraillé à 25 ans sur sa formation à l'entrepreneuriat. Et là, je me suis dit, ok, là, ça peut être un gros four, ou ça peut être un moment génial. Et donc, en fait, j'ai commencé, je les ai beaucoup écoutés, et j'ai eu la chance d'avoir quelques personnes qui étaient hyper ambassadrices dans le groupe, qui voulaient vraiment secouer l'innovation, qui voulaient développer l'esprit entrepreneurial, qui m'ont vraiment appuyé. Et du coup, ils ont joué le jeu, ils m'ont aidé par moment à changer certains exemples ou à adapter les activités. On a adapté les activités en live. Trouver ses alliés, c'est toujours un sujet. Et ça a été un carton. Et après, il y a eu des démarches d'incubateurs, d'innovation, et ça a bien marché. Mais j'ai eu un moment à 8h05 pendant le tour de table, je les écoutais, je prenais des notes et je me disais, ok, est-ce que vraiment je réponds à leurs besoins là Parce que, posture de l'imposteur un peu, quoi. Un peu. Le sentiment d'imposteur. Pas tellement d'imposteur, parce que j'avais des choses à apprendre, à transférer, mais est-ce que ça répond aux besoins de ces gens-là ? Parce que le vécu d'un jeune entrepreneur avec un patron de pays qui gère un réseau, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc en fait, des choses que j'aurais pu leur transmettre, des techniques, des méthodos, un état d'esprit, potentiellement ça ne rentrait tellement pas dans leur cadre, dans leur réalité à eux, que le contenu en soi était le bon, mais est-ce que eux, ils pouvaient se l'approprier ? Pas sûr. Et voilà. Mais c'était une expérience hyper apprenante et donc j'en ai conclu qu'il faut jamais animer des formations avant d'avoir interviewé les participants. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Moi, pour animer quelques formations dans mon domaine, je refuse aujourd'hui d'aller en formation si je ne sais pas qui je vais avoir autour de la table. Enfin, c'est hyper important pour moi de comprendre, quoi. Et en même temps, ça peut être aussi challengeant de se retrouver face à des gens que tu connais pas et de devoir improviser, s'adapter, les écouter, construire. Mais aujourd'hui, c'est hyper intéressant. Alors après, moi, dans mon business,
marque employeur, RH, communication. Alors, J'ai besoin de savoir effectivement est-ce qu'ils sont présents sur LinkedIn, est-ce qu'ils prennent la parole. Et c'est pas tant pour juger, c'est pourtant pour comprendre en fait où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, où est-ce qu'ils veulent aller demain. Et moi je trouve que ça, ça peut aider effectivement aussi à construire. Tu sais, tu peux être personnalisation. Enfin, moi je vois mes modules. J'ai un socle. Mais en fonction aussi du public que j'ai en face de moi, je vais retoucher. Bien sûr, je me dis, tiens, là-dessus, il faut que je mette plus l'accent. Là-dessus, ça sert à rien d'y passer trop de temps parce qu'en fait, ils sont déjà OK. Et j'ai pas envie qu'ils s'ennuient, qu'ils aillent derrière leur ordi à trier leur mail, quoi. Tu vois, donc il y a aussi, c'est important, je trouve, quand tu es formateur, en fait. Totalement. Okay. Il faut partir. En fait, la formation, c'est pas, ils doivent apprendre ce que moi je sais. Je les prends là où ils sont. Et je les amène quelque part qui est entre ce que moi je pense qu'ils doivent apprendre et ce que eux ont envie d'apprendre. Et c'est un équilibre entre les deux. Parce que si tu pars totalement des gens et de leurs besoins, déjà souvent ils sont pas capables d'exprimer leurs besoins. C'est pour ça qu'ils vont se former. Ou ils sont pas capables de dire on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc ils ont besoin d'être pris par la main. C'est à ça que servent les formateurs, les RH, etc. Donc il y a quand même un cadre. Et en même temps, si c'est trop top-down, l'engagement est pas là, le transfert est pas là, et donc on n'a pas l'impact qu'on souhaite. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me conseillerais d'inviter sur ce podcast, soit des RH que tu trouves effectivement intéressants, qui ont des choses à raconter sur ce qu'ils ont mis en place dans leur organisation, ou des experts. Bon, tu m'en as cité quelques-uns en termes de veille, mais voilà. Je pense que je sais pas si tu connais Michel Barabel. Oui, bien sûr. Tu l'as peut-être déjà interviewé. J'ai vu d'ailleurs qu'il sortait un livre. Il sort le grand livre de la formation. La nouvelle édition du grand livre de la formation. C'est ça, j'ai vu ça. C'est la Bible de la formation. Ça peut être. Il faut que je réfléchisse à des noms. Je pourrais t'envoyer des suggestions, mais il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de passionnés, de gens qui sont là parce que ce secteur les intéresse, les passionne, qui ont des choses à partager. Il y a des boîtes, alors c'était pas de nom, mais il y a des boîtes qui sont pas dans l'information, que tu trouves vraiment d'un très bon niveau pour accompagner leurs équipes à les faire grandir. Ouais. Il y a des boîtes qui ont vraiment une culture formation. C'est très frappant. Il y a des entreprises qui ont. D'ailleurs, ça peut être des PME comme des très grands groupes. C'est pas une question de taille, c'est vraiment une question de culture. Oui, c'est plus ça. C'est une question de culture. Il y a une entreprise un peu apprenante, quoi. Ouais. Souvent, il y a quand même dans la vision des dirigeants et dans la culture portée au très haut niveau dans les équipes de leadership, l'idée que la compétence est un sujet stratégique, qu'il faut l'accompagner et que l'entreprise elle a aussi un rôle à jouer sociétal. C'est presque dans la démarche RSE. C'est un rôle sociétal, de cohésion, de promotion. Et avant, on appelait ça l'éducation permanente. C'est un peu old school comme terme, mais en fait, c'est quand même un peu ça l'idée. Et des groupes comme Danone ont eu cette culture, ou L'Oréal, ou Thales, ou AXA sont des entreprises qui ont cette culture-là, qui ont compris que les compétences, c'est un enjeu business et un enjeu sociétal, et que donc il faut, et que c'est un métier, et donc il faut des gens qui forment, qui créent des systèmes de formation, qui opèrent des écoles. Et il y a beaucoup d'entreprises qui avaient jusque dans les années 2000-2010, des cultures formation très fortes, avec des formateurs internes, avec des plateaux techniques, enfin vraiment des stratégies de formation très fortes. Et malheureusement, il y a eu un peu un désinvestissement dans la formation. On a considéré que ça coûtait cher, que ça rapportait pas, qu'on allait trouver mieux sur le marché avec des prestataires. Ça a été un peu abîmé. Et aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup pour des entreprises qui recréent ce qu'elles avaient il y a 20 ans en le remettant au goût du jour avec de nouvelles technologies, de nouvelles manières de former. Mais il m'est arrivé sur un projet pour un groupe hôtelier de rappeler le gars qui avait monté il y a 25 ans ce qu'on me demandait là de remonter, c'est-à-dire une école interne. Et en fait, ils avaient globalement tout, mais ils l'ont laissé pourrir. Pression business, aussi court terme. Les entreprises cotées, elles sont cotées, court terme. Pour réduire les coûts. Il y a le cours en bourse, voilà. Et donc, et puis par ailleurs, la formation, ça se valorise pas. On peut pas. Si on pouvait avoir un crédit impôt recherche, quand on investit plus que l'obligation légale, ça serait intéressant. Si on pouvait valoriser dans son bilan comptable et amortir les compétences, ça pourrait être des manières de faire, de parler aussi aux financiers. Mais aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. Et aujourd'hui, les entreprises qui avaient une culture de la formation et des équipes pour faire ça et qui l'ont arrêté, elles le payent très cher parce que du coup, il faut redémarrer. Enfin, tu vois, c'est comme une usine, quoi. Il faut tout, il faut recréer un site, recréer de la compétence, il faut remettre de l'argent sur la table. Donc, c'est des tickets d'entrée qui sont plus gros. Et en fait, ça nécessite des moyens là. Quoi. Ça nécessite des moyens et une motivation, mais pas forcément des gros moyens, mais des équipes. Et du coup, c'est compliqué. Ok, très clair. Un grand merci.
Un grand merci pour ton temps, Antoine. Merci Merci à toi. d'être venu, d'être passé dans notre Bretagne. Non, mais avec plaisir, c'est plus sympa de se voir et de Ouais. le faire en vrai. Tu vois, on aime le digital, mais on aime le présentiel aussi. Et Je il faut les deux. Ouais, je suis assez en phase avec ton point de vue et c'est pour ça que moi j'aime enregistrer physiquement et j'ai fait quelques interviews distancielles, mais je préfère largement les interviews physiques sur le podcast, c'est pareil. Écoute, un grand merci. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description de l'épisode. Super. Et puis, je vous dis à toutes et à tous et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup pour l'invitation et c'était un plaisir et à très vite. Merci, au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!